Bonjour. Voilà. Quand Laurent m'a appelé pour me proposer le sujet, j'ai été enchanté parce que c'est un sujet qui me passionne et c'est, je pense, un des sujets d'avenir pour la médecine de façon globale et entre autres pour la cancérologie, vous allez le voir. Et puis quand j'ai commencé à travailler, j'étais moins fier parce que c'est assez touffu, assez dense, mais j'ai essayé, vous verrez, j'ai essayé d'être le plus compréhensible possible. J'espère que vous me le confirmerez à la fin. Alors, le microbiote, donc je vais passer sur cette diapo puisque Laurent nous a largement fait l'épidémiologie du cancer du côlon. Vous savez que classiquement, on donne toujours des facteurs de risque, notamment la sédentarité, donc qui favorise l'obésité, notamment la consommation d'alcool et de tabac, la mauvaise alimentation, l'alimentation moderne avec ce qu'on appelle la malbouffe, au cours de laquelle on manque de consommation de fibres, les antécédents familiaux, qui sont un facteur bien connu de survenue de cancer du côlon. Et puis, c'est aussi, en fait, c'est aussi, on s'est aperçu que le cancer du côlon, c'est quand même une maladie qui survient après 50-60 ans, donc c'est une maladie quand on commence à être une personne âgée. Je vous rassure, j'ai plus de 50 ans, donc j'en fais partie aussi. Alors, vous voyez que l'incidence, elle croît très vite à partir de 60 ans. À partir de 60 ans, on voit que l'incidence, elle monte très vite. Alors, on va y revenir. Je vois que je suis aussi doué que Laurent pour la... Alors, l'histoire naturelle du polype, du cancer, vous allez en entendre parler, mais ceux qui en savent déjà quelque chose, ils savent qu'on commence par avoir un petit polype. En fait, on commence par avoir une anomalie d'un petit groupe de cellules intestinales qu'on appelle les cryptes, puis ça donne un petit polype qui grossit progressivement et qui, au bout d'une dizaine d'années, finit par donner un cancer. Alors, ça, c'est ce qu'on connaît classiquement, mais quand on se penche de façon plus importante, on s'aperçoit que quand on analyse le pourtour du polype et le polype lui-même, on a l'apparition d'un certain nombre de bactéries. Et ces bactéries, bon, vous voyez les noms qui sont pas à retenir, mais c'est pour vous dire que la population de bactéries va changer au fur et à mesure que les lésions vont prendre de l'importance et évoluer vers le cancer. Cela conduit à dire, forcément, que ces bactéries jouent un rôle dans la survenue et dans l'évolution des tumeurs du côlon. Alors, ce microbiote, il faut bien en dire un mot, c'est plus de 10 000 milliards de bactéries. Ça, c'est rien que dans notre microbiote intestinal. Ces 10 000 milliards de bactéries pèsent à peu près 1,5 kg. Et en fait, ça constitue un organe à part entière de l'organisme parce que ils ont une certaine activité. J'en dirai un petit mot. Mais surtout, on se rend compte que quand on essaye d'établir la carte génétique des polypes, des bactéries, cette carte génétique, quand on la compare à notre propre carte génétique, il y a 150 fois plus de gènes au niveau de cet ensemble de bactéries que dans notre corps. Donc forcément, le rôle que ces bactéries vont avoir à jouer va être, j'ai presque envie de vous dire, 150 fois celui que nos propres gènes jouent. Alors, ce microbiote, il varie en fonction d'une part des individus. D'un individu à l'autre, il est variable, mais également de nos habitudes culturelles et alimentaires et également du lieu de vie. Et alors, j'ai pas montré ici, mais tout à l'heure, la carte que Dr Miner nous a montré avec la répartition de l'incidence du cancer dans le monde,
quand on la montre, on voit que certaines familles de microbiotes, de bactéries sont plus fréquentes dans certains pays, en particulier les pays industrialisés, et sans surprise, on s'aperçoit que ce sont ces bactéries-là que l'on retrouve dans les tumeurs, chez les patients qui ont des tumeurs du côlon. Alors, le rôle du microbiote, rapidement, il nous aide à faire mûrir le système digestif. Donc, ça va changer au cours de la vie. Les 3 premières années, il est différent que les années suivantes. Et tout au cours de la vie, ce microbiote va changer et il aide le tube digestif à être fonctionnel, notamment les cellules du tube digestif. Il les protège et il a des interactions avec. Ça, c'est pour le microbiote normal. Il aide à la maturité du système immunitaire. Il nous protège donc contre les microbes, il a un effet de barrière contre les microbes, contre les mauvais microbes, contre les mauvaises bactéries. Et puis, il est impliqué dans les phénomènes inflammatoires. Il a un certain nombre de fonctions, notamment il aide à digérer. Par exemple, nous n'avons pas d'enzymes suffisantes pour digérer, par exemple, les fibres. Et ce sont les bonnes bactéries, la bonne partie du microbiote qui nous aide à digérer les fibres. Ce microbiote va également synthétiser certaines enzymes, notamment et certains éléments, notamment ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Et quand ce microbiote n'est pas en mesure de fabriquer ces acides gras à chaîne courte, on va avoir des perturbations du métabolisme personnel et ça va créer un certain nombre de maladies. Alors, quand ce microbiote ne fonctionne pas correctement, quand il est déséquilibré parce que il est composé d'un certain nombre de familles, en fait 4 grandes familles de bactéries, et quand certaines familles que j'ai souvent, en consultation, je dis souvent aux patients, les mauvaises bactéries prédominent, on a ce qu'on appelle la dysbiose, et ça entraîne des perturbations du système immunitaire et ça entraîne des maladies aussi fréquentes que ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité, ça favorise les maladies cardiovasculaires et de plus en plus on a pu démontrer que ça favorise un certain nombre de cancers. Alors, la composition du microbiote, je vous disais tout à l'heure, elle varie en fonction de divers facteurs, mais aussi de l'âge. Et donc, ce qui va influencer ce microbiote, donc il y a le vieillissement, mais il y a beaucoup les médicaments. Tout le monde a pu faire l'expérience qu'on prend des antibiotiques et la semaine d'après, on a de la diarrhée, ou on a des maux de ventre, on se sent pas bien. Et puis, il y a beaucoup les facteurs nutritionnels qui ont de plus en plus d'influence dans notre société, dans notre vie de tous les jours, puisqu'on mange beaucoup d'aliments transformés et pas suffisamment de fibres. Alors, ces diapos un peu compliqués, mais simplement, c'est pour montrer ce qui se passe. Ici, en bleu, on a les cellules intestinales. Au-dessus de ces cellules, on a une couche de mucus qui la protège. Et puis, au-dessus, donc dans la lumière, à l'intérieur du côlon, on a les bactéries. En jaune, ce sont des bactéries normales. Et quand il y a un déséquilibre, donc une dysbiose, on va avoir l'apparition des mauvaises bactéries. Et celles-ci vont interagir sur la couche de mucus, et abîmer cette couche de mucus. Et ça va permettre à ces mauvaises bactéries de fabriquer des substances qui vont traverser la couche de cellules et stimuler le système immunitaire. Alors, d'une part, parce que elles vont stimuler certains globules blancs, et puis après, il y aura des cascades inflammatoires qui vont aboutir à de l'inflammation, mais elles vont également transformer les sels biliaires qui viennent de la bile en ce qu'on appelle des sels biliaires secondaires, et ces sels biliaires secondaires sont toxiques, vont entraîner des phénomènes de mauvaise oxygénation et vont finir par abîmer l'ADN des cellules. Et le fait que l'ADN cellulaire soit abîmé, rajouté au fait que le système immunitaire ne fonctionne pas bien, ça peut aboutir au polype puis au cancer. Alors, des preuves de tout cela, depuis une vingtaine d'années, on en a de plus en plus. Il y a eu 7 grandes études dans le monde qui ont été faites et qui ont montré que dans les zones où il y avait, comme je disais tout à l'heure, une forte incidence de cancer du côlon, le microbiote avait un certain profil. Et inversement, dans les zones où il y a très peu, par exemple, il existe quelques villages en Afrique centrale où les gens vivent encore sur le mode chasseur-cueilleur,
Et là, il n'y a absolument pas de cancer du côlon. Puis quand on étudie leur microbiote, le microbiote est vraiment, c'est le microbiote idéal pour prévenir comme un certain nombre de maladies. Et quand ces populations ont été en contact de la modernité, on a vu justement apparaître un certain nombre de maladies métaboliques, mais également des cancers et les cancers du côlon. Les souris qui sont dépourvues de microbiote, elles font pas de cancer intestinaux. Vous leur mettez un microbiote, ou encore plus, vous leur mettez le microbiote d'une souris qui a un cancer du côlon, elle développe le cancer du côlon. Et puis, on a pu montrer également, et ça va être l'essentiel du sujet, c'est que le microbiote peut également agir sur le traitement, notamment sur l'immunothérapie. On a pu montrer que certaines bactéries, celle-là, Fusobacterium, elle va entraîner une résistance à la chimiothérapie. On a pu montrer que sur un médicament qui a été longtemps et qui est encore très utilisé, le 5-FU, la production de vitamines B6 et B9 est essentielle pour la bonne efficacité du traitement, et que certaines bactéries neutralisent cette production, et donc du coup, non seulement le traitement est moins efficace, mais en plus il a plus d'effets secondaires. C'est le cas également pour le troisième cas, pour le troisième schéma. Et donc tout de suite, on commence à avoir un petit peu des perspectives. Ça veut dire que si c'était possible, si mon microbiote est meilleur, non seulement j'ai moins de risques de faire un cancer du côlon, mais en plus, si je fais un cancer du côlon, je serai peut-être plus réceptif à un certain type de médicament, j'aurai moins d'effets secondaires. Alors, et on voit quand on fait la revue de la littérature, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a énormément d'études qui se font, hein, donc c'est quand même un sujet relativement récent. Alors, j'ai été surpris de voir qu'en fait, finalement, il y a énormément d'études chinoises, d'études indiennes, en tout cas des grosses études avec le microbiote. C'est beaucoup dans les pays asiatiques, même si on n'est quand même pas en reste. Hein, il y a une grosse étude parisienne aussi sur l'effet du microbiote associé à l'immunothérapie, il y a des études américaines, etc. Donc je vais vous passer rapidement, simplement pour illustrer mon propos par rapport aux études. Donc là, c'est une étude chez la souris, et l'équipe a montré qu'en donnant des probiotiques et associés à des prébiotiques, c'est-à-dire des substances qui stimulent la formation du probiotique, on arrive de façon très nette à améliorer l'efficacité du traitement. Là, c'est une revue de la littérature, donc les auteurs ont pris de multiples études, et ils sont arrivés à montrer de façon très nette que si on a une alimentation riche en fibres, bon, ce qu'on entend tous les jours, hein, manger 5 fruits et légumes, si on a une alimentation riche en fibres, on a moins de mauvaises bactéries qui se forment. Le mucus du côlon, de la muqueuse colique est bon. Il empêche les cellules d'interagir avec le système immunitaire. Il n'y a pas d'inflammation. On mange de la viande, on a un régime très riche en viande rouge. On a production de mauvaises bactéries qui entraînent de l'inflammation, qui fabriquent des substances qui vont fabriquer de l'inflammation, mais qui aussi augmentent la production de bile. Et cette production de bile, donc les acides biliaires secondaires, ces acides biliaires secondaires, là également, vont abîmer l'ADN et favoriser la fabrication la survenue de tumeurs. Le sport favorise certaines bonnes bactéries. Au contraire, la sédentarité et l'obésité, c'est exactement l'inverse, avec production de mauvais acides biliaires et fabrication et stimulation de mauvaises cellules. Le tabac, l'alcool sont également des facteurs connus pour modifier la flore intestinale et favoriser par ce biais-là la survenue des tumeurs, des polypes, puis des cancers. Là aussi, bon, je vais passer rapidement sur celle-là. Sur celle-là également, parce que finalement c'est un peu technique. Alors, ce sur quoi je voulais venir, c'était de dire que l'idée maintenant des auteurs, c'est de se dire, ok, le microbiote a une action
favorable. Donc, comment on peut faire pour modifier ce microbiote? Et ce qu'il y a actuellement, ce sont de multiples études essayant d'associer des probiotiques à la chimiothérapie, notamment à l'immunothérapie, et également des transplantations fœcales. Alors en France, il n'y en a pas encore beaucoup, parce qu'il y a le principe de précaution qui quand même limite ces études, mais dans certains autres pays, il y a vraiment beaucoup d'études, un certain nombre d'études qui ont montré un effet favorable de la transplantation de microbiotes. Donc on prend des selles de patients sains qui sont sélectionnés et par divers moyens, parfois c'est simplement ce sont des gélules qui c'est mis en gélules, et dans d'autres cas c'est par endoscopie qu'on va aller déposer ces selles dans le tube digestif, et on voit que ça améliore la réponse au traitement et ça diminue les effets secondaires. Notamment sur l'immunothérapie, ce qui est vraiment très en vogue. Là, c'est aussi une étude qui tend à montrer la même chose, mais chez la souris. Donc, on prend du microbiote d'une souris saine, d'une souris malade qu'on met à une souris saine, et en administrant de l'immunothérapie, on voit que cela a un effet favorable. Alors, j'ai retenu 2 grandes études en cours qui résument un petit peu cette recherche sur le microbiote et l'effet sur les médicaments. Il y a une étude américaine qui associe un probiotique, le VE800, à un traitement par immunothérapie, et cette étude est en cours. Donc, mais les auteurs dans la présentation, dans l'abstract, dans le résumé, donc sont vraiment très optimistes sur l'étude. Et puis la deuxième, c'est je reviens sur le microbiote, la transplantation du microbiote. Donc l'idée, c'est de donner des capsules contenant du microbiote sain, puisque peut-être que certains le savent, aux États-Unis, il est vendu des capsules contenant du microbiote, enfin des selles du microbiote extrait de selles. Il y a eu l'autorisation par la FDA il y a 2 ans, je crois. Et donc là, c'est utilisé pour voir l'efficacité de l'immunothérapie. Dans un bras de patients, les patients ont le traitement classique. Dans l'autre bras, ils ont le microbiote pour l'immunothérapie, plus l'immunothérapie, pour que l'on puisse voir et prouver que c'est vraiment efficace. Donc, pour terminer, les perspectives de tout cela, c'est d'essayer de pouvoir personnaliser au plus ce traitement. Vous savez que on fait de plus en plus, on essaye de faire ce qu'on appelle des traitements à la carte, qui sont adaptés aux patients. D'étudier le microbiote devrait pouvoir permettre de prédire la réponse, de donner une meilleure efficacité, de diminuer les effets toxiques des chimiothérapies, de l'immunothérapie. Et puis également, certaines équipes ont également pu mettre en évidence, d'ailleurs je crois que c'est une équipe, il y a une des équipes, c'est une équipe française, qui a permis de trouver un test de dépistage qui est encore en phase d'essai, en disant, si on teste les selles du patient, on les met en présence d'un certain réactif, on arrive à dire, est-ce qu'il y a un risque significatif d'avoir un cancer du côlon. Donc ce serait une révolution, et j'espère que cette révolution va se faire le plus rapidement possible, mais en tout cas le microbiote, vous l'avez compris, c'est un peu un sujet qui me passionne et qui me fait rêver, et j'espère que je vous aurai transmis mon rêve. Je vous remercie.